Merci Loïc d'avoir accepté ce petit échange. Pourquoi être venu à Orange pour la IT Cup? Est-ce que c'est uniquement pour raisons sportives, à savoir une préparation, quelques matchs à jouer lors de cette trêve qui est longue cette année? C'est essentiellement sportif, oui. Donc on a répondu à une invitation. Voilà. Donc c'est vrai que venir faire un tournoi avec des matchs amicaux où on est pris en charge et on est pris en main par le club ou par la cellule de l'organisation, c'est toujours un plaisir. Il me semble que, je ne sais pas si c'est la même organisation, mais j'étais déjà venu une fois ici avec Montpellier il y a quelques années. Ça s'était très bien passé. Donc je me suis dit que de toute façon, je savais où je mettais les pieds plus ou moins. Et avec des clubs qui moi m'intéressaient, pour différentes raisons, que ce soit Orange ou que ce soit, là demain ce sera Cannes ou Ajaccio, j'avais déjà une petite idée de savoir qui j'allais faire jouer, quand, comment, puisque ça me donnait du jeu, pas trop non plus puisque c'est 2-7 et un tie-break. Je voulais pas non plus enchaîner 2 matchs en 5-7 qui nous auraient épuisés. Donc du temps de jeu pour tout le monde et avec un timing adéquat à ce moment de la préparation. D'accord. Donc je te l'annonce, Ajaccio s'est imposé 2-7-0 contre Cannes cet après-midi. Donc Montpellier rencontrera Cannes à 13h30 pour le match de la 3e place. Tu as joué cette équipe d'Orange qui est en 3e division élite. Quel regard tu as contre une équipe que tu as pu voir jouer, pas très longtemps, mais que tu as pu voir jouer quand même? Quels sont les points forts, les points faibles de l'équipe? Quel regard tu as face à cette équipe d'Orange qui vise la Ligue B dans quelques mois? La première chose, c'est que je pense que Orange n'est pas à sa place en national, dans cette 3e division. Bon, on sait pourquoi elle y est, c'est administratif. En tout cas, au niveau du sportif, elle n'a rien à faire là. Sa place est en Ligue B. On le voit par son niveau de jeu. Moi, je la connaissais pas, je l'avais jamais vue. Je connaissais un ou deux joueurs comme Freddy Salins qu'on connaît dans le championnat. C'est une équipe qui m'a réellement surpris sur sa qualité de réception, avec un libéro et le poste 6 qui vraiment ont apporté une grande stabilité. Nous on a fait des bons matchs au service jusqu'à maintenant et là on n'a pas réussi à mettre Orange en difficulté. Et puis derrière un passeur dans un fauteuil au filet qui peut faire sa distribution. Et puis j'ai trouvé qu'ils nous ont peut-être un petit peu regardé jouer sur le premier set. Ils ont élevé leur niveau de jeu, ils ont changé leur façon de jouer. C'est-à-dire qu'au début ils nous ont pris sur le physique, où on était un cran au-dessus, et derrière ils ont joué un peu plus malin. Et nous, on n'a pas su réagir. Non, on n'a pas su réagir clairement. C'est vrai que j'ai fait rentrer mes 2 jeunes pour essayer lors du temps de jeu encore une fois, mais aussi apporter un peu de dynamisme. Ça n'a pas changé grand-chose. Donc, je pense qu'Orange peut s'appuyer sur ce secteur de jeu, entre autres. Et je ne l'ai pas vu beaucoup, mais je pense qu'il y a une qualité offensive, notamment par le pointu, qui était un petit peu en deçà. Je pense qu'il doit être bien meilleur. Donc c'est clairement une équipe qui peut viser la Ligue B, la montée sans problème, et avec cette équipe ou peut-être peu de changements, même une bonne place en Ligue B. Justement, l'observateur que tu es, tu parlais un instant du pointu. Fabien Ergoz est un joueur en devenir. Est-ce que, en tant que coach de Montpellier, tu le regardes un petit peu différemment en disant que peut-être il pourrait faire partie d'un effectif professionnel, de lui offrir un petit peu de temps de jeu dans un cadre un petit peu plus Liga que Ligue B? Est-ce que tu peux observer quelquefois des joueurs comme ça sur des voyages, sur des rencontres un petit peu amicales, où tu dis peut-être que là, il y a peut-être une bonne pioche à faire?
De toute façon, oui, je profite un peu de ces matchs-là pour regarder un peu ce qui se fait aussi, pour ouvrir un peu les yeux. Vergoz, je connaissais un petit peu, mais moi, personnellement, ma philosophie, c'est j'aime bien avoir une équipe solide, le plus solide possible. Mais j'ai cette fibre un peu formateur. Je suis issu de la formation depuis que je suis benjamin. Je me suis coltiné tous les rassemblements départementaux, régionaux, nationaux. Et donc je crois beaucoup en ça. C'est peut-être pour ça que j'ai pas mal de jeunes dans mon équipe qui ont un potentiel pour devenir vraiment bons. Pour le moment, moi je suis vraiment satisfait de leur travail, mais je pense, et j'ose espérer que d'autres clubs aient un peu cette même démarche, quoi. Plutôt que d'aller chercher un deuxième passeur, un troisième récep attaque ou un troisième central dans un pays un peu austère ou avec des gens qui ne comprennent pas trop, laisser la chance aux jeunes Français de s'exprimer. Après, ils l'apprennent, ils prennent leur chance, tant mieux. Ils ne l'apprennent pas, tant pis, mais au moins leur donner leur chance. Alors, 3 dernières questions. On va justement parler de la formation pour faire le lien. Orange souhaite créer un centre de formation à partir de l'année prochaine, horizon 2017. Donc, ça fait effectivement le lien par rapport à ce que tu disais. Quel est l'apport réel d'un centre de formation? Ça coûte de l'argent ou pas? Mais en volleyball, toi qui viens de la formation, de pur jus formation, quels sont les avantages que peut retirer un club d'une formation? On sait que Montpellier, dans ce cas, aussi est un club formateur. Le MUC est connu aussi avec ses jeunes, comme la Ragotte 7 d'ailleurs, oui, dans l'Hérault. Quel est l'apport essentiel que peut apporter un centre de formation à un club? Plusieurs choses. Déjà, se créer une image et le regard des gens extérieurs, que ce soit de la ville ou de la région. Voilà. Quand quelqu'un s'occupe un petit peu de sa jeunesse, s'occupe un petit peu des jeunes, des pépites en devenir, je pense qu'on rayonne, le club rayonne par rapport à ça, les jeunes ont envie de venir, les gens ont envie de voir ce qui se passe. Et surtout quand la formation est bonne, parce qu'il peut y avoir des centres de formation qui sont là pour dire on est là, et il y en a qui mettent, on va dire les moyens, parce que c'est même pas des... Enfin si, ça coûte cher, mais c'est une fois que c'est installé, mais qui mettent vraiment de l'énergie à ce que les jeunes puissent faire leur double projet, et le volley, et les études, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Donc c'est une image qui est vraiment positive, pour le club. Et la deuxième chose, et je suis bien placé pour le savoir, c'est que ça fait aussi un réservoir de joueurs pour l'équipe pro. Moi je sais, je m'entraîne beaucoup, quasiment tout le temps à 12 joueurs. Et dès qu'il y en a un qui est blessé, qui ne peut pas s'entraîner, je vais piocher dans le centre de formation pour que ce jeune puisse venir voir un peu déjà comment on s'entraîne. Donc moi ça m'intéresse parce que j'ai mon nombre. Le jeune qui vient toucher un petit peu le haut niveau, c'est aussi pour ça qu'il vient dans le centre de formation, c'est parce que peut-être éventuellement il peut intégrer l'équipe première. Et puis c'est même arrivé que 2-3 catastrophes entre guillemets pour nous avec des blessures, le jeune du centre de formation, on va pas chercher un joker médical parce qu'on n'en a pas les moyens, mais on fait monter le jeune, comme le nœud en ce moment, le Nicolas Mondaliev ou le deuxième passeur, qui sont vraiment issus de ça, quoi, et qui vivent dans le groupe et qui nous apportent une plus-value à l'entraînement, plutôt que faire un entraînement à 8 ou 9 où il n'y a pas de rythme, où on ne peut pas faire de jeu, on ne peut pas s'entraîner longtemps, donc une plus-value là-dessus aussi. Oui. Alors rares sont les déplacements sans Arnaud Joursan à Montpellier. Il est quasiment de tous les déplacements et c'est normal, il est entraîneur adjoint de cette équipe Montpellier-Rennes. Il n'est pas là ce soir parce qu'il est avec l'équipe de France. Il a fort à faire. Il a fort à faire. Justement, son retour dans le club de Montpellier après l'épopée, ou même les 2 épopées de l'équipe de France avec la Ligue mondiale et puis avec le championnat d'Europe, est-ce qu'il a insufflé un élan nouveau à cette équipe Montpellier-Rennes? Parce que Montpellier marche très bien en championnat, reste sur de très très belles victoires, dont une à Poitiers, l'autre à 7 il y a quelques semaines. Est-ce qu'il a insufflé quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique? Est-ce que vous avez profité de l'élan national
dans le cadre de cette équipe montpelliéraine? Bah lui, c'est sûr que quand il revient avec ses victoires, il revient gonflé à bloc, quoi. C'est une énergie positive qui est en plus à l'entraînement. C'est un regard extérieur autre que le mien qui peut, à un moment, voilà, on ne peut pas tout voir, il y a des choses que je peux rater. Et lui, là-dessus, justement, à cet œil. Et puis par exemple, pour tout ce qui est plan de jeu, vous avez vu avec Aurélien aujourd'hui, Matuziak sur les statistiques. Bon, là pour lui, c'est plutôt de l'entraînement en ce moment, mais il y a vraiment je peux vraiment m'appuyer sur Arnaud par rapport à la vidéo, par rapport au plan de jeu. Ça prend énormément de temps. C'est quelque chose qui pour un match, c'est des heures et des heures et des heures. Et on peut être deux là-dessus. Lui avait un travail colossal parce qu'il a l'habitude avec l'équipe de France. Et c'est vrai qu'on peut mettre en place des choses qui sont et découvrir des choses qui sont vraiment intéressantes en termes de tactique et de plan de jeu pour les matchs. Alors juste avant de finir, évoquer rapidement la fin de saison qui se profile pour Montpellier avec les playoffs en ligne de mire, avec de gros objectifs pour l'équipe montpelliéraine. Justement, à quoi ça ressemble la journée type d'un entraîneur de Liga? Comment s'entraîne l'équipe? Voilà, à quoi ressemble une journée type d'une équipe de volley-ball professionnelle? Des journées type, il n'y en a pas beaucoup parce que on a un championnat assez chaotique dans le sens où on va jouer le championnat est très resserré justement de par cette qualification olympique où il y a une trêve, de par la Ligue mondiale qui commence très tôt. Donc le championnat est condensé sur quelques mois, donc c'est 2 matchs voire 3 matchs semaine en très peu de temps. C'est d'abord une pré-saison avec une grosse préparation où là de toute façon c'est 2 entraînements par jour, très peu de repos et puis c'est du boulot, que ce soit en musculation, que ce soit en volley. Et puis une fois que la saison commence, on essaye de jongler entre le travail mais aussi le repos parce que les joueurs ont besoin de récupérer, ont besoin de repos. Et je pense que c'est ça presque le plus dur, c'est d'amener le joueur dans les conditions optimum physiques et techniques au moment du match. Et donc, est-ce qu'on les entraîne? Est-ce qu'on leur donne un jour de repos? Est-ce qu'on fait plutôt musculation? Ça c'est pour les joueurs. Donc il peut y avoir 1 ou 2 entraînements par jour selon la période. Et puis entraîneur, nous de toute façon ça commence le matin au bureau, ça dépend. Et puis c'est vidéo, c'est plan de jeu, c'est préparation de l'entraînement, c'est débriefing de l'entraînement, c'est de temps en temps des entretiens individuels avec les joueurs, de temps en temps c'est avec l'entraîneur, avec Arnaud justement, où on essaye, on discute, on voit un petit peu à plus ou moins long terme dans la saison parce que il y a des choses qui se profilent, il y a des moments clés, donc il faut les anticiper. C'est des réunions avec le staff médical par rapport aux blessés. En ce moment, on a 2 blessés. Normalement, notre passeur et notre centrale. C'est du boulot. C'est du boulot, c'est parce que le match, on va dire le samedi. Le dimanche, on pourrait croire que c'est repos, mais non, on se refait le match vidéo pour voir ce qui a marché ou pas marché. Et puis, qu'est-ce qu'on met en place pour la semaine par rapport à ça? Ça s'arrête jamais, quoi. C'est vrai que ça dure pas 12 mois, heureusement, mais quand on est dedans, on a du mal à sortir la tête. Alors, dans quelques mois, dans un peu plus de 100 jours, se profilent les playoffs, notamment, on l'espère pour vous, la finale. En tout cas, Montpellier fait partie des favoris, vu son parcours de ces dernières semaines. On l'a dit, vainqueur à 7, vainqueur à Poitiers. Il y a quand même quelques matchs de référence déjà réalisés par Montpellier. C'est quoi l'objectif du club? C'est de se donner aucune pression et prendre du plaisir sur le terrain, puis après on regarde les résultats? Ou est-ce qu'il y a un réel objectif maintenant? Il y a eu un objectif qui a été dès le début. On a monté une équipe un petit peu
pas avec les moyens du bord parce que ce serait péjoratif, mais voilà, on va dire sur le papier, on n'a pas de star, on n'a pas de champion du monde, on a un international. Donc, mais on savait que c'est des joueurs de valeur avec un 6 majeur et beaucoup de jeunes autour qui peuvent nous apporter, mais avec leur qualité, mais aussi le défaut de la jeunesse. Donc l'objectif prioritaire, c'était vraiment le maintien. Voilà, le maintien, on en a rediscuté, il y a de très beaux résultats, on a fait des choses fantastiques. Des fois, voilà, malgré les blessés, parce que là on joue même pas avec une équipe type, là, on a vraiment de gros absents et on arrive quand même à faire de beaux résultats. Mais on sait aussi par expérience que dans le sport de haut niveau, voilà, le grain de sable peut faire enrayer la machine, il peut tout se passer. On le voit avec Tours, oui. On le voit avec Tours, ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Donc il faut rester serein, il faut rester dans nos objectifs. Et le discours, c'était vraiment le premier objectif, c'est le prochain match. Les joueurs, c'est le prochain match. Et puis après, ça sera le prochain match. Et puis après, ça sera le prochain match. Et à la fin, quand on aura fait, on fera les comptes et on verra où on en est. Mais ne pas faire de plan sur la comète parce que il suffit qu'on sorte un petit peu de la route et puis on va penser que c'est une catastrophe alors que finalement on s'attendait plus à cette place-là. Donc prendre du plaisir aussi, je pense que c'est le maître mot, c'est prendre du plaisir à bien jouer ensemble et puis les résultats ils viennent naturellement avec ça. On a souligné, on a Loïc Lomarec qui prenait beaucoup de plaisir sur le terrain. J'ai aussi l'impression, là, en échangeant avec toi, que tu prends aussi beaucoup de plaisir en tant qu'entraîneur. C'est réel ? Ah oui, en tant que j'ai eu une carrière, moi je me suis épanoui, régalé. Il n'y a pas que des bons moments, hein, il y a des moments difficiles, mais c'est vraiment, j'ai vraiment la chance, hein, je vous dis, hein, j'ai la chance d'avoir pu vivre ça. C'est vrai que quelque part, je me dis, la suite logique, c'est l'entraînement. Je m'aperçois que ça n'a rien à voir avec le métier de joueur. Je m'en doutais plus ou moins, et là, je découvre. Mais j'ai eu une première année un peu compliquée, en prenant du plaisir, hein, toujours en prenant du plaisir, mais voilà, je découvre, il y a des choses que je prends en pleine figure, je ne m'attendais pas, il y a des choses, je m'y attendais, je suis prêt, voilà. De recevoir des choses à part des joueurs aussi, c'est très valorisant, donc et puis de toute façon, moi je donne mon maximum, je me donne à 100%, puis si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, je serai toujours très déçu, mais à un moment je pourrais rester debout et me dire je donne le maximum, je peux pas plus quoi. Si ça marche pas, c'est que je suis pas fait pour ça. Si ça marche, je suis peut-être fait pour ça, mais essayer de pas trop, de prendre un petit peu de recul par rapport à ça, c'est important. Meilleur vœu pour 2016. Mais merci beaucoup, à vous aussi. Et puis bon séjour à Orange. Oui, ça s'annonce bien. Pour le moment, tout se passe très bien. Merci Loïc. Merci.